Bonjour, mon nom est Marthe et j'ai subi une reconstruction mammaire avec le Dr Schwartz. Alors, vous vous doutez bien que si j'ai eu une reconstruction mammaire, c'est parce que j'ai eu un cancer du sein. Alors, effectivement, en 2015, comme beaucoup de femmes en pleine santé, j'ai découvert un matin en prenant mon bain que j'avais 2 ganglions dans le creux axillaire. Alors, je n'avais pas de médecin de famille. Je me précipite dans une clinique sans rendez-vous. Alors, le médecin me dit, vous allez passer une mammographie, une échographie. Et il me dit, est-ce que vous savez où aller? J'ai aucune idée. Je n'ai jamais fréquenté les milieux hospitaliers. Alors, j'ai dit non. Il me dit, écoutez, il y a la clinique du sein du Dr Kayserling qui est spécialisée justement en oncologie du sein. Alors, je me précipite chez moi, je téléphone, je prends rendez-vous. Écoutez, je pense que ça a pris 24 heures, peut-être 48 heures pour avoir mes 2 rendez-vous la même journée. J'ai passé les examens et à la fin de l'échographie, si mon souvenir est bon, c'est le Dr Broman qui me dit, écoutez, j'arrive pas à voir les ganglions avec l'appareil, alors je vais vous envoyer passer une biopsie. Et je me souviendrai toujours de son geste. À la fin de l'examen, il met sa main sur mon épaule, la petite main encourageante du condamné à mort en disant « bonne chance ». Et je me suis dit ça, je pense que ça va mal. Et donc, je passe la biopsie avec le Dr Braba. J'ai un rendez-vous le 5 mars. Et le 5 mars, je me rends à son bureau. J'avais très peur. Je suis entrée dans son bureau avec les 2 mains sur les oreilles en disant « écoutez, allez-y doucement, je ne suis pas capable d'entendre, je ne suis pas capable d'entendre. » Et que voulez-vous, il n'y a pas 36 000 façons d'annoncer ça. Il m'a dit « madame, vous avez un cancer. » Et je me souviens, j'ai pas pleuré, encore moins crié, mais systématiquement, mes oreilles se sont engourdies. J'avais prévenu, hein? Je ne peux pas l'entendre. Et sa deuxième phrase, c'était « venez voir ». Alors, il était derrière son écran avec la mammographie. Et comme disait une de mes amies, on n'est jamais plus nu que sur un écran de mammographie, mais sauf qu'on ne se reconnaît pas. Je regardais ça, bien sûr, il faut savoir interpréter, mais la seule chose qui est passée par mon esprit vide, c'était « oh mon Dieu, c'est comme un ciel étoilé ». Et de fait, les microcalcifications, c'est des centaines de petits points, et j'en avais, mais rien d'effrayant, sauf que sa 3e phrase, et je le vois encore, je vois sa main balayer l'écran, il me dit « pour ça, c'est une mastectomie totale ». Et là, c'est pas juste mes oreilles qui sont engourdies, c'est tout mon corps. Je suis retournée m'asseoir, il m'a dit « bon, vous aurez d'autres examens à passer, bien sûr, pour voir s'il y a des métastases ailleurs dans le corps. » Alors, je fais tous mes examens, on me donne rendez-vous le 13 novembre et on me dit « cette fois, vous allez voir le chirurgien oncologue, Dr Kayserling. » Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de cette rencontre avec le Dr Kayserling et avec la directrice des services aux patients, mais je tiens à la nommer, Mme Sonia Fernandez. Écoutez, ce sont les 2 seules personnes qui ont réussi à m'extirper de la terreur où j'étais engloutie. Il n'y a pas d'autre mot. J'étais terrifiée par l'idée de la mort. Quand on m'a dit cancer, j'ai pensé mort et je me suis dit, bon, oui, une mastectomie en attendant de mourir, mais j'ai surtout pas posé la question. Et je vous dirais, par leur intelligence bienveillante, parce que parfois, il y a des gens qui sont bienveillants, mais ça prend une forme d'intelligence très particulière. Et tous les 2, par cette intelligence bienveillante, par leurs paroles, par leurs mots bien précis, par leur dynamisme, c'était vraiment extraordinaire, le type d'organisation, ils ont réussi comme à me dire « ben oui, finalement, après un diagnostic de cancer, il y a une suite, il y a une vie. » Et c'est comme s'ils avaient réussi à me réinscrire dans l'histoire de ma propre vie. Et je vous jure, en sortant de la clinique, j'étais avec une amie, j'ai dit « écoute Joël, je suis certaine
d'être la cancéreuse la plus joyeuse de la ville de Montréal. Et j'ai pesé mes mots, parce que Joël m'a dit en temps et lieu, je le rappellerai, tu n'auras pas besoin. Tellement la pression était partie et j'étais revenue dans ma vie, il y avait quelque chose à faire, allons-y. Alors bien sûr, il y a eu la suite, la chimiothérapie. J'ai eu la chance, dans mon malheur, d'avoir une chimiothérapie néoadjuvante avant l'intervention chirurgicale. Et le docteur Geserling m'avait dit, bon, vous aurez une année d'Herceptine, c'était un cancer HER2, et vous aurez une hormonothérapie. Et puis, il avait glissé sur la chirurgie. Alors donc, j'ai mis ça un peu de côté parce que ça faisait partie des choses qui me terrorisaient. Et ce n'est qu'à mi-chemin de la chimiothérapie, là, je me suis dit, bon, d'accord, une mastectomie. Et pour moi, j'avais même pas besoin de réfléchir, c'est sûr que je voulais une reconstruction mammaire, coûte que coûte. J'arrivais pas à imaginer voir ma cage thoracique. Je pouvais pas me projeter dans cette image et évidemment, c'est ça qui nous passe par la tête. Alors je me suis dit, Marthe, bouge-toi, là, il faut que tu commences par habituer ton œil. Alors, comme tout le monde, j'ai consulté Dr Google en tapant mastectomie, reconstruction mammaire. Et en 2016, il y avait beaucoup moins de photos et de documentaires disponibles à propos de la mastectomie. Ça ne fait pas une éternité, mais ça fait quand même 5 ans. Et je me souviens, un soir, je passais mes journées, c'est pas compliqué, à chercher. Je tombe sur un site suisse avec des photos. Ça a été les premières photos que j'ai vues. Et oui, ça a été insupportable, douloureux, triste. Et j'arrivais pas à me projeter dans ce corps-là. Puis je me disais, il faut que j'y arrive, il faut pas que je sois prise par surprise, il faut que j'habitue mon œil. Bon, alors, j'ai dit, habitue ton œil, et là, je suis retournée sur le site de la clinique, et j'ai bien vu Dr Schwartz, directeur de la chirurgie plastique de la clinique. Alors, il y avait une biographie disponible. J'ai dit, je vais commencer par lire ça. Et je vais vous dire, il y avait dans cette courte biographie tout ce qui pouvait me rassurer, moi. C'est-à-dire, d'abord, on disait que le docteur Schwartz avait enseigné jusqu'en 2014 à l'Université McGill. Ça, pour moi, c'est un critère de sélection extrêmement important. Parce que je me dis, quelqu'un qui peut enseigner aux autres. Comment faire, comment voir un corps, parce que c'est pas donné, comment voir ça, justement, comment faire, ça présuppose que la personne est au courant de toutes les nouveautés et aussi des anciennes techniques, de tout ce qui est sorti, ce qu'il y a de nouveau aux États-Unis, parce que j'ai bien vu que sa formation était américaine, mais sans doute en France, en Allemagne, partout dans le monde, hein, qui peut comparer et qui juge que le mieux, ce serait probablement A plutôt que B ou je ne sais pas quoi. Alors ça, je me suis dit, tiens, c'est pas un hasard, c'est le docteur Geserling que je l'a choisi. Deuxièmement, j'avais vu du même coup qu'il avait travaillé avec des accidentés. Et ça, encore là, je trouve ça extrêmement important quand on ne connaît rien, comme moi, à la reconstruction. On se dit, ben, tiens, c'est quelqu'un qui, pendant des années, a eu cette pratique de reconstruire, je ne sais pas quoi, mais peut-être des mains, c'est tellement complexe, une main, c'est plus complexe qu'un sein, enfin, je pense, là, a priori. Peut-être des visages, peu importe. Il avait donc des heures de pratique avec des accidentés, un enseignement, la publication d'articles, c'est important aussi, et c'était dans son CV. Et quatrièmement, j'avais vu, bon, c'était écrit qu'il faisait partie de l'équipe d'aviron. Et je ne sais pas si c'était écrit à ce moment-là, l'équipe de hockey, mais je me souviens de l'équipe d'aviron. Et je sais que dans les universités américaines, quand un étudiant est capable de faire du sport de haut niveau ou de compétition, c'est un plus dans le choix des candidats.
parce que nécessairement ça implique un certain comportement, c'est-à-dire une discipline, une capacité de s'entraîner longtemps, ça demande une rigueur. Et comme c'était de l'aviron et du hockey, c'est vraiment des jeux d'équipe. Alors il faut être capable de travailler en équipe. Et là, encore une fois, je me disais, ah mon Dieu, dans cette équipe formidable de la clinique du docteur Keyserling, je comprends que cet homme ait cette place. Alors ça, je vous avoue que c'est la partie qui m'a sans doute rassurée le plus. Mais encore là, c'était à 3 mois de distance. Hein? Mon œil n'était pas encore prêt. Je me souviens avoir dit au mois de mars, quand j'ai vu le docteur Keyserling, écoutez, je ne sais pas comment je vais faire pour ne pas sauter par la fenêtre le matin de l'opération et m'enfuir à tout jamais. Alors j'avais du travail à faire. Mais bon, j'ai fait mes devoirs, comme je vous dis, j'ai habitué mon œil et tout. Et oui, je suis allée voir le docteur Schwartz. Et encore, j'ai essayé d'avoir le plus d'informations, mais somme toute, la première biographie que j'avais lue était la plus intéressante et la plus parlante. Alors donc, j'ai mon rendez-vous à la clinique du docteur Schwartz, fin mai probablement. Et bon, j'étais en fin de parcours, fini la chimiothérapie, une bonne étape de fête. Ça s'est très, très bien passé. Même que, bon, mis à part l'adaptation de la première chimio, j'ai trouvé ça nettement plus facile que ce qu'on peut en dire ou l'appréhension que j'avais. Peut-être parce que j'étais en bonne santé, enfin, tant mieux pour moi. Bon, j'ai perdu comme tout le monde mes cheveux, mes sourcils, mais je me disais, c'est pas irréversible, ça va revenir. Mais la mastectomie, c'est vraiment irréversible. Hein? J'étais encore hantée par ces photos qui faisaient mal. Alors donc, j'arrive à la clinique fatiguée, essoufflée, et la tête vide encore une fois. Mais vide, ça n'avait pas de sens. Et j'entrais dans un monde de beauté. Et jamais dans ma vie ne m'était passé par l'esprit l'idée d'avoir, je ne sais pas, une augmentation mammaire, un redrapage, une diminution, mettez ce que vous voulez, rien de rien. Mon nez, c'est mon nez. Il est long, puis ça vient avec le tout. Bon, enfin, rien de tout ça. Alors, j'étais en plus dans l'inconnu. Et puis, rapidement, bon, le docteur Schwartz m'a accueilli dans son bureau. Et ce qui est réconfortant aussi, mis à part les compétences, c'est le lieu. C'est extrêmement important en cours de cure d'oncologie. Non seulement c'était beau, mais c'était calme, c'était paisible. Et je me souviens, dans son bureau tout blanc, il y avait une grande photo, j'ai présumé de ses enfants. Je trouvais ça sympathique. C'était vraiment quelqu'un qui voit un corps dans son ensemble, qui rapidement, je pense, a su ce qui pouvait m'aller. La seule chose, j'ai dit, bon, moi, je ne veux pas une reconstruction par lambeaux. Avec une prothèse, ça va aller. Bon. La seule chose que j'ai ajoutée, et ça l'a fait rire, j'ai dit, écoutez, moi, je porte du 34A. Alors, si vous me faites des gros seins, je vais les crever avec ma fourchette. Alors, puis dans ma tête, je dit, je vais lui renvoyer sa prothèse par la poste. Bon, mais il avait compris tout ça. Il m'a dit, écoutez, de toute façon, je vais commander 2 prothèses et je verrai au moment de l'opération ce que je vais choisir. Et ça aussi, ça m'a rassurée. Parce qu'on dit, voilà quelqu'un qui part du potentiel de quelqu'un. Et donc, j'avais rendez-vous le 7 juin à 6 h du matin à la clinique, salle d'opération. Et encore une fois, j'ai retrouvé, c'est un endroit extrêmement calme, apaisant. J'avais besoin de me rassembler, de me recueillir avant l'opération. Et c'était mieux que tout. Je ne savais pas encore une fois où j'arrivais, mais c'était très, très bien. Et puis, au bout d'un moment, bon, on m'a amenée dans la salle, il y avait un lit. L'anesthésiste est arrivé avec son associé, Dr Besner.
Et il m'a posé quelques questions. On a commencé à parler, une conversation simple. Et je ne sais pas comment, en cours de route, j'ai fini par lui parler d'un livre que j'avais lu, Tous les hommes sont mortels, de Simone de Beauvoir. le sujet approprié pour la journée. Mais enfin, j'étais calme. Et on a discuté de ça. Jusqu'à ce que le docteur Schwartz vienne, il fait son petit dessin. Le docteur Kayserling m'a dit « Bon, ça y est, vous êtes prête? » J'ai dit « Ah, je suis prête, mais j'ai pas dormi de la nuit. » Il m'a dit « Ben, vous allez dormir longtemps. » Et encore une fois, les choses se sont produites de manière complètement différente à ce que je pouvais imaginer. J'ai eu comme très rapidement une forteresse d'humains autour de moi. Il y avait l'anesthésiste, son collègue, une infirmière devant, une derrière. J'avais juste une petite curiosité de voir ce que c'était. Non, 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 non. J'ai rien vu. Ils m'ont dit, asseyez-vous, étendez-vous, le bras gauche, le bras droit. Et puis l'anesthésiste m'a dit, on va commencer juste avec une petite respiration. J'ai juste fait. Écoutez, ça a été fini. Je me suis endormie. J'ai eu l'impression que 10 minutes s'étaient passées. Je me suis réveillée, donc, dans la salle d'à côté. Bon, j'ai peut-être vomi une fois ou deux, mais encore là, avec des gens qui... J'ai eu un haut le cœur et déjà, j'avais une infirmière qui était là, près de moi. Et puis, je me souviens, à 5h moins quart, le téléphone a sonné. C'est le docteur Kayserling qui me disait « Et puis, comment ça va? » J'ai dit, mon Dieu, vous m'appelez pour l'heure de l'apéro, il est 5h moins quart. Alors bon, on a fait des blagues et je suis retombée endormie, évidemment. Je me suis réveillée une autre fois, il faut quand même bouger un petit peu. J'ai mangé une soupe. Et puis, j'ai dû me rendormir vers 9h. J'ai dormi jusqu'à 7h le lendemain matin. Et en me levant, aucune douleur. J'ai même pas pensé à dire « Oh là là, qu'est-ce qui se passe devant? » Non, tellement je me sentais bien encore dans ce corps-là. Je me suis rhabillée, on m'avait prévenu, il ne faut pas lever le bras plus haut que 90 degrés, ce que j'ai respecté, je pense que c'était 3 mois. Mais je n'avais aucune douleur. Et bien sûr, le docteur Schwartz nous suit de près. Alors, je pense que c'est 3 jours plus tard, je reviens à son bureau. Et puis, je lui raconte à quel point tout s'était bien passé. Et il me dit, bon, on enlève le pansement. Alors là, j'ai été saisie, je n'étais pas prête, mais c'est mieux comme ça. Et puis, je me souviens, il a décollé d'abord un peu ici, j'ai juste un petit coup d'œil furtif. J'ai vu juste une petite bosse. Je me suis dit, bon, ça a l'air pas mal. Et il a continué à décoller. Et dans son bureau d'examen, on ne peut pas se rater. Il y a une glace qui part presque du sol jusqu'au plafond, ou presque. Alors oui, on se voit en grand plan, on ne peut pas se rater. Et puis, il a tout décollé. On ne peut pas se rater, mais on a le choix. C'est-à-dire que la glace n'est pas devant nous, elle est de côté. Alors, je me suis dit, bon, je vais risquer un œil. Et j'ai regardé juste un petit peu de côté. Et là, je me suis dit, c'est très bien, ça va aller. Parce que je voyais juste la projection en bas, puis je me suis dit, ça va. Je vais vivre avec ça. Et puis, je suis rentrée chez moi, je n'ai pas regardé tout de suite, j'ai mis quand même 24, 48 heures, un peu dans la pénombre, et puis tranquillement, avec plus de lumière. Et mon premier étonnement, c'est qu'il n'y avait même pas d'échymose. Alors là, je me suis dit, je ne sais pas comment il fait, ou j'ai oublié la couleur de ma peau, je ne sais pas quoi, il n'y avait pas d'échymose. Alors, je retourne au bureau, je ne sais pas, c'est peut-être 5 jours après. Et puis on enlève le petit pansement. Peut-être que je me trompe un peu là, dans le nombre de jours. Et il m'a donné une crème gel pour la cicatrice en disant, bon, comme ça, on est sûr que ça va être bien plat. De fait, je vous jure, c'était
c'était incroyable, cette cicatrice. Bon, j'ai la peau pâle, alors c'est sûr qu'on la voyait, mais minimaliste, vraiment minimaliste. Et je suis revenue au bureau jusqu'au moment où il enlève les drains. Bon, enfin, tout est bien. Et puis, au bout d'une année, on sait exactement ce que ça va être. Et je vais vous dire, encore une fois, l'expérience était tellement différente de tout ce que j'avais appréhendé, de toutes les peurs que j'avais eues et du résultat. Bien sûr, toute l'équipe m'avait prévenu, bon, vous savez, Madame Lefebvre, une reconstruction mammaire, c'est pas comme un sein naturel. Et moi, j'ai choisi la reconstruction avec une prothèse et avec la peau mince que j'ai. Mais pour vous faire comprendre comment c'est bien fait, je vous dirais que ce qui est disparu avec l'habileté du Dr Schwartz, c'est la comparaison. Et ça, c'était imprévu dans ma vie. La comparaison, de dire « Ah, est-ce que c'est mieux qu'avant? Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est mieux que la mastectomie des autres femmes que j'ai vues en photo? » C'est ça qui disparaît. La vie devenait possible avec ce nouveau corps dont j'avais pas à me soucier, parce que c'est ça la vie normale, c'est de sortir de soi, d'aller auprès des autres, d'aller dans le monde, d'oublier en quelque sorte son corps. Et c'est ce que j'ai retrouvé avec le travail du Dr Schwartz. Et pour vous dire à quel point je n'exagère pas, j'ai dû après ça voir la radio-oncologue. Et quand j'ai enlevé mes vêtements, elle m'a dit « Qui vous a fait votre reconstruction mammaire? » J'ai dit « C'est le Dr Schwartz. » Je l'aurais deviné, avec lui, c'est toujours parfait. Donc, le Dr Schwartz, je me suis dit, a une signature particulière, comme les grands artistes. Hein? On reconnaît son travail sans même le nommer. Et c'est pas moi qui m'illusionne ou qui veut dire c'est formidable si vous avez des ennuis, c'est lui qu'il faut choisir comme chirurgien, mais c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Non, vraiment, cette clinique du Dr Schwartz, c'est formidable. C'est formidable et c'est vrai aussi que je fais partie des 80% de femmes qui ne sont pas mortes de ce cancer-là, alors que c'était quand même un cancer assez important. Il reste encore 20% à sauver. Alors, il y a du travail à faire et je pense que, vous savez, souvent on emploie cette métaphore de la guerre en disant « Ah, les femmes qui ont le cancer sont des battantes, il faut se battre contre le cancer. » Non. Non, c'est le cancer qui décide. Sauf que les vrais combattants, ils sont dans les laboratoires de recherche, ils sont dans les salles d'opération, ils sont dans toutes ces années consacrées à l'étude et à la connaissance. C'est eux les vrais combattants. Moi, je me disais, ce que je peux faire de mieux, quand je suis sortie de la clinique du Dr Kayserlich la première fois, je me suis dit, bien, je peux me disposer à recevoir toute cette médication, à recevoir ces traitements, à écouter ce que ces médecins vont me dire, pas écouter au sens soumis du terme, mais écouter intelligemment, trouver mon chemin, trouver mes questions. Alors oui, voilà un peu toute mon histoire et ma belle histoire, je dirais. Parce que c'est ça, aussi paradoxal que ça puisse paraître. On se dit, bon, ben, le cancer, on s'en passerait. C'est vrai. Mais sauf que quand on fait le parcours, on découvre
des gens formidables, je ne suis pas la première à le dire. On se découvre soi aussi, parce que c'est une histoire qui nous construit. Ce n'est pas seulement les saints qui sont reconstruits. Ça fait partie de mon parcours et c'est bien en bout de ligne. Alors, ils m'ont sauvé la vie, pour un temps du moins. Je ne serai pas prétentieuse, pour un temps du moins. Et je les remercie 2000 fois. C'est pas suffisant. J'ai une gratitude sans fin pour eux, sans fond.